6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Prévention des violences scolaires, agir ensemble pour un climat sécurisé. La prévention des violences et des incivilités est une priorité constante dans les établissements scolaires, avec des études montrant que près de 10% des élèves de 15 ans sont touchés par le harcèlement-intimidation au moins une fois par semaine. Les phénomènes de harcèlement-intimidation se caractérisent par des actes répétés de violence, souvent exercés par un groupe contre un élève qui se retrouve incapable de se défendre. Afin de réagir face à cette situation, les écoles vaudoises ont mis en place un plan d'action qui fournit des outils supplémentaires aux professionnels de l'éducation et qui sensibilise les élèves à cette problématique. Les établissements scolaires disposent d'équipes d'intervention formées à la méthode de la préoccupation partagée, une approche non blâmante visant à briser l'effet de groupe et à mettre fin à la souffrance de l'élève ciblé. Une évaluation de la méthode a montré que 88% des situations gérées avec la préoccupation partagée s'étaient améliorées et 98% des équipes estiment que cette approche est bénéfique pour les établissements scolaires. Bienvenue à vous. Merci d'être là, Jennifer Dayer-Lugon. Merci d'être là pour nous parler de cette vraie problématique, le harcèlement, notamment sur le milieu scolaire. C'est quelque chose qui revient souvent sur le tapis et c'est un vrai problème aujourd'hui. Vous avez des exemples concrets de tous les jours finalement. Bien sûr. Alors peut-être un élément clé comme ancrage. Moi je travaille à l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un acronyme qui revient assez souvent dans le milieu scolaire, la PSPS. Donc comme ça, on sait toutes et tous de quoi on parle. Ces phénomènes, en fait, ils sont pas nouveaux. Ils ont toujours été là, mais on en parle vraiment davantage. C'est plus visible. Ouais. Ce qui va changer, c'est en termes de prise en charge, que ça soit le plus adéquat possible. Quelques exemples. Ça va commencer par de la mise à l'écart, de l'isolement, le fait de se taire quand l'élève rentre dans la classe ou dans un lieu, des regards, des soupirs, des petits bruits, des petits mots cachés dans les affaires, puis petit à petit des moqueries, des insultes, des surnoms, des bousculades, des tapes, enfin voilà. Donc on va comme ça crescendo, mais il n'y a pas besoin d'être directement sur quelque chose que nous, en tant qu'adultes, on pourrait considérer comme étant grave pour que ce soit déjà considéré comme des phénomènes de harcèlement, intimidation entre élèves, et donc il faille les prendre en charge adéquatement. Dès le moment où on a, par exemple, de la mise à l'écart, des moqueries qui sont faites de manière répétée et produit d'un phénomène de groupe, on est sur une situation de harcèlement, intimidation entre élèves. D'accord. Alors, ça a toujours existé, vous le disiez, effectivement, mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Alors, on en parle plus déjà, parce que ça reste un sujet, on va dire, relativement tabou quand même, mais qu'est-ce qui a changé aussi ? Est-ce que le fait d'avoir son téléphone aussi toujours sur soi, ses réseaux sociaux, etc., est-ce que ça a amplifié le phénomène ? Alors, les phénomènes de harcèlement, intimidation entre élèves n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour se déployer. En fait, peut-être pour répondre à la première partie de la question, qu'est-ce qui a changé depuis les années 2000, Unisanté, anciennement l'IUMSCP, a fait des enquêtes en fait sur ces phénomènes et a montré l'ampleur du phénomène et l'ampleur des conséquences sur les jeunes et accessoirement d'avoir des conditions d'apprentissage délétères. Je vous laisse imaginer comment ça peut avoir des conséquences sur le cursus scolaire des élèves et sur la santé. Donc, depuis 2015, un plan d'action a été mis en place. Donc, c'est vraiment une politique publique établie dans le canton de Vaud. C'était Basile Perret à l'époque qui travaillait sur ces questions. Et puis, a rejoint l'équipe aussi Sonia Lucia, qui s'occupe principalement de la scolarité post-obligatoire. Moi, de mon côté, je m'occupe de tout ce qui est enseignement spécialisé et scolarité obligatoire. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui a changé alors toutes ces années ? On en parle plus, on sent que c'est un problème de société dont il faut vraiment se préoccuper pleinement. Et puis, il y a des moyens qui ont été mis en place. L'engagement de personnes qui peuvent mettre ces fameux dispositifs dont on discutera après en place. Peut-être aussi une plus grande sensibilité. Et puis, des professionnels. Et puis, le fait que ces enfants sont là, vont pas bien pour apprendre. Et ça pose clairement un problème à tout le monde, à commencer par les élèves elles-mêmes et eux-mêmes. Puis après, les aspects de réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a une amplification de ces phénomènes, il n'y a plus de limites. À l'époque,
on rentrait à la maison, ça s'arrêtait. Enfin, je veux dire, on était protégés. Tout le temps, hein. Là, disons que même si les parents prennent le téléphone la nuit, le mettent en mode avion, l'éteignent, quand il y a le réveil, c'est de nouveau l'avalanche. Et donc, il n'y a plus aucune zone, finalement, de protection. Si tant est que dès le moment où on est la cible de ces phénomènes en ligne, il n'y a plus de pause, quoi. Et ça reste tabou, par contre. Ça a toujours été compliqué de pouvoir en parler. Et quand on en parle, c'est pas forcément bien compris. Alors ça dépend par qui. Je pense qu'au niveau des professionnels de l'école vaudoise, on a vraiment une grande sensibilité par rapport à ces questions. C'est vrai que le dispositif, la première étape du dispositif, c'est vraiment la sensibilisation obligatoire de l'ensemble des professionnels de l'école. Donc tout le monde y passe. Et qu'on pense que c'est juste des chamailleries ou pas, en fait, l'opinion, on la laisse un petit peu à l'entrée de l'école, et puis on doit quand même faire son job, et puis avoir la posture professionnelle adéquate. Et c'est vraiment cette question, tout le monde y passe. Après, il y a vraiment un gros effort de communication aussi, par rapport aux professionnels, mais aussi aux parents, aux élèves, mais à l'ensemble, finalement, des adultes qui gravitent autour des jeunes. Il y a aussi cette intention de baliser la journée de l'élève, comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est pas juste l'école, c'est aussi avant, pendant, après, et puis de prendre le plus de monde possible avec nous, notamment les parents. Notre émission se penche sur la prévention des violences scolaires en compagnie de notre invitée Jennifer Dayer-Lugon qui est avec nous. Merci d'être là ce matin. Merci de répondre à toutes les questions que vous pouvez continuer, questions et commentaires et messages et remarques, vous pouvez continuer d'envoyer via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000 ou le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Jennifer Dayer-Lugon, nous avons notamment baladé notre micro. Nous invitons à découvrir quelques témoignages recueillis lors d'un micro-trottoir réalisé par Léo de Garrigue et Vincent Jean-Renaud hier. Des réactions justement par rapport au sujet que nous évoquons ce matin. Je vous propose de les écouter et de les regarder. 7h24. Il faut faire des caméras, bien sûr, malgré qu'on a des sécurités, que ça soit dans les rues, dans les discothèques, même les écoles, imaginez, même dans les centres commerciaux, vous avez vu. Nous, les parents, même nous, on en a marre, on en voit des choses horribles, on a peur pour nos enfants. Ce qui devrait changer, c'est en général la manière de penser, la manière de voir ce genre de problème qui devrait être plus ouverte et qu'on ait moins peur d'aller parler de ces problèmes à ses amis, à son entourage. Je pense que c'est vraiment cette crainte de se faire juger qui devrait changer et qui permettrait qu'on soit plus ouvert à ça et qu'on en parle plus. Je pense que déjà le harcèlement c'est un sujet qui est très, très tabou, qu'on voit quand même partout sur les réseaux sociaux, mais personne en parle vraiment. Et faire de la prévention sur ça serait peut-être une idée pour... Déjà, il faudrait que les jeunes le disent aux parents, après les parents qui fassent le nécessaire envers les profs, à la direction et tout, mais comme souvent... ces jeunes-là, ils ont peur parce qu'ils n'osent pas le dire à personne. Et ça continue. Et puis, c'est triste parce que des fois, ça arrive jusqu'au suicide. Et puis, voilà. Quelques réactions recueillies par nos deux envoyés spéciaux sur le terrain. Que dire de ce que vous avez entendu, Jennifer Dayer-Lugon ? Je ne peux que rejoindre ces personnes. La peur, elle est au cœur des phénomènes. Et puis, ce qu'on constate, c'est que les jeunes ont peur d'en parler, de peur de ce qui va être mis en place. Et c'est exactement la même chose des jeunes qui ont peur d'en parler à leurs parents que des jeunes qui ont peur d'en parler à l'école. Dans les deux cas, les enfants et les jeunes ont peur de ce qui va se passer. Et puis, c'est vrai qu'au niveau école, en tout cas, c'est vrai que tout ce qu'on peut faire pour visibiliser et communiquer sur les dispositifs qu'on a dans les écoles, concrètement auprès des élèves, qu'on prend au sérieux, que c'est OK de parler de ces questions, et puis qu'il y a vraiment au sein de chaque école ce qu'on appelle les équipes PSPS, les personnes ressources. Typiquement, on a des médiatrices, médiateurs, infirmiers scolaires, éducatrices, éducateurs en milieu scolaire. On a vraiment une palette de personnes, et puis de rassurer les enfants et les jeunes sur le fait que leurs paroles, on ne va pas en faire n'importe quoi, on ne va pas les confronter avec les personnes qui les embêtent. Ça serait une des pires choses à faire dans les cas de harcèlement, intimidation entre élèves, c'est de confronter les parties prenantes, parce que comme on a une asymétrie,
ça fait qu'on reproduit l'asymétrie en présence d'un ou d'une adulte, donc ça serait la double peine. Puis du côté parent, c'est vrai qu'on ne peut que encourager les parents à ouvrir le dialogue avec leur enfant et également de les rassurer sur le fait que non, on ne va pas débarquer à l'école, incendier les autres. On va vraiment travailler en collaboration avec son enfant pour s'assurer qu'on soit en adéquation avec ses besoins. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a bien compris, vous êtes là, vous êtes une oreille attentive pour bien écouter, pour autant que la personne ose venir en parler. Ça, c'est toujours le même problème. Il y a toujours cette peur de la représailles bien derrière. Sûr. Là, concrètement, il y a un dispositif qui est là pour sécuriser, on va dire de manière concrète, pour pouvoir finalement rassurer la personne qui aurait besoin de pouvoir parler de ses problèmes. Donc, dans le cadre de la méthode de la préoccupation partagée dont vous avez parlé en introduction, on a vraiment ces fameuses personnes ressources qui accueillent le témoignage de l'élève, qui sécurisent, qui légitiment la souffrance, et puis qui vont rassurer l'élève sur ce qui va être mis en place. On met jamais rien en place dans le dos de l'élève en souffrance. Ça serait terrible. Et puis, c'est en collaboration avec les parents de l'élève qui souffrent. Et puis, le fait qu'on travaille sur... Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de représailles et surtout le moins de risques de stigmatisation. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a cette approche non blâmante, éducative, bienveillante, où à aucun moment on accuse. D'ailleurs, on fait je dis on, mais c'est les professionnels dans les écoles qui sont formés, qui font ces courts entretiens avec tout élève qui peut aider sur la situation. Donc, on va avoir autant des élèves qui participent beaucoup à l'intimidation, un peu, même pas du tout. Et puis l'idée, c'est vraiment d'arriver sans accuser, sans culpabiliser les élèves, et puis vraiment de leur demander de l'aide. Et cette approche-là, qui n'est pas moralisatrice, on n'est pas là pour savoir qui a fait quoi, pour creuser, c'est vraiment faire en sorte que ça aille mieux pour l'élève en souffrance, et in fine, que ça aille mieux pour tout le monde, parce que ces situations d'intimidation, elles sont évidemment pas confortables pour l'élève en souffrance, mais elles sont pas confortables non plus pour les témoins qui savent pas trop comment réagir. Si je rigole, au moins ça se retournera pas contre moi, mais si je rigole pas, je suis la prochaine cible. Donc c'est très... on parle beaucoup du piège de l'intimidation, et puis je ne peux que rejoindre les témoignages, qu'on en parle plus, qu'on visibilise plus, et puis qu'on rassure plus sur ce qui peut être mis en place pour faire que ça aille mieux. Prévention des violences scolaires, agir ensemble pour un climat sécurisé. On en parle ce matin, on parle de harcèlement ce matin avec notre invitée Jennifer Dayer-Lugon. Merci d'être avec nous. On a fait un petit tour de la question déjà. On va continuer de voir de 3 points très importants concernant le harcèlement quand on en parle. C'est pas toujours simple d'en parler déjà, puisqu'on le disait, il y a quand même ce côté un peu tabou, donc on a peur de dire des bêtises, on a peur de dire des choses qui pourraient être mal comprises. C'est ce qui complique finalement aussi le dialogue, j'ai envie de dire. Bien sûr, cette peur aussi que ça se retourne contre soi, que ça soit pire après. Et puis vraiment aussi parfois une crainte aussi de perdre des copains, de perdre des copines. Et puis que ça ait des conséquences. Ou bien il y a aussi des enfants qui ont peur d'être grondés par leurs parents. Voilà, donc on a un petit peu cette peur qui est très centrale dans ces phénomènes, hélas. Alors, nous recevons quelques messages, quelques questions via et quelques remarques aussi via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000. Je vous propose de parcourir quelques-uns de ces messages arrivés, et puis on continuera bien sûr ce tour de table avec vous. En tout cas, merci d'être là et merci de répondre à tous ces messages que nous recevons. Elsa, on t'écoute. On a reçu pas mal de questions. Christina, quels conseils pourriez-vous donner à des parents qui souhaiteraient intervenir auprès de l'école sans gêner leur enfant ou le mettre mal à l'aise? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est quand même de discuter avec son enfant de la situation et de voir de ce dont elle a besoin. Et puis, s'il y a des craintes, en quoi ça consiste, et puis comment peut-être essayer de les atténuer. Et puis après, par rapport à l'école, on dit toujours la première porte d'entrée, ça reste les profs de classe. Puis... après, on a ces ressources au sein de l'école dont je vous ai parlé avant, l'infirmière, l'infirmier en milieu scolaire, éducatrice, éducateur en milieu scolaire, médiatrice, médiateur scolaire, et aussi la direction. Donc on a vraiment différents paliers au niveau de l'école. Et puis, au final, il y a quand même la direction avec la directrice ou le directeur au sommet, mais on recommande vraiment de toujours commencer par la relation privilégiée avec les profs de classe,
qui connaissent particulièrement bien leurs élèves et les situations qui sont au sein de leur classe. Et là, ils sont formés, les profs, pour ça. Ils ont une approche, en tous les cas. Exactement. On a déployé le dispositif. La première étape, c'est la sensibilisation de l'ensemble des professionnels. Donc, au niveau de la scolarité obligatoire, donc primaire et secondaire 1, c'est fait. Et puis après, on a le déploiement qui se fait. Là, il est à passer la moitié au niveau du post-obligatoire, donc gymnase et école professionnelle pour le canton de Vaud. Donc on a vraiment cette sensibilisation, cette information nécessaire où tout le monde a les bases pour comprendre de quoi on parle, quel outil ou quels outils sont mis à disposition, comment réagir concrètement aussi quand il y a une insulte qui fuse comme ça en classe ou dans le couloir. Comment est-ce qu'en tant que professionnel on réagit adéquatement et en faisant en sorte que ça soit pas pire après pour les élèves, quel il soit. Donc c'est vraiment cette idée de posture professionnelle aussi qu'on travaille avec l'ensemble des professionnels de l'école. Et ça c'est difficile parce qu'on est entre l'instruction et l'éducation. On entend souvent dire les profs sont pas là pour éduquer mais pour instruire. Où est la limite, où on place le curseur par rapport à ça? Alors officiellement, le corps enseignant, l'école est là pour seconder les parents dans l'éducation. Donc seconder, ça veut dire qu'on a les premières lignes, les parents, puis droit derrière, il y a l'école. Et puis c'est vrai que la visée éducative de l'école, je crois qu'en 2023, on ne peut plus faire l'économie de penser dans ce sens. On forme les citoyennes et citoyens de demain et ça commence par l'école. Autre question arrivée sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000, Elsa. Milena, quels sont les points les plus qui ressortent le plus en fait dans votre projet? Ouf, alors on a le temps, on a toute la journée. C'est vrai qu'on a vraiment ces deux axes majeurs de prévention, tant auprès des professionnels, des parents et aussi des élèves, avec des projets, alors ça c'est vraiment les écoles qui les déploient, des projets soit de promotion, du bien vivre ensemble, des projets en lien avec le climat scolaire, ou alors, assez frontalement, des projets de prévention des violences, adapté à l'âge, je précise, on ne fait pas la même chose en 1-2P qu'au gymnase. Et puis l'autre axe fondamental, c'est vraiment toute la notion d'intervention. Comme je vous disais avant, donc apprendre aux professionnels à réagir et d'avoir une posture professionnelle adéquate, mais aussi cette formation de professionnels volontaires à la méthode de la préoccupation partagée, la mise sur pied de ces équipes opérationnelles, desquelles font partie d'ailleurs les personnes ressources que j'ai citées avant. Et puis, c'est vraiment on a ces équipes opérationnelles dans toutes les écoles du canton au niveau de la scolarité obligatoire et une bonne partie du post-obligatoire. Là, vous parlez du canton de Vaud. Alors nous, on s'adresse à toute la Suisse romande, vous le savez, mais est-ce que c'est la même chose dans chaque canton? Est-ce que les mêmes dispositifs sont mis en place dans tous les cantons romans? Alors, on va parler de la Romandie pour ce qui nous concerne, puisque finalement, les problèmes sont les mêmes partout. Absolument. Est-ce que les solutions sont les mêmes partout aussi? Alors les pistes d'action sont les mêmes. Je ne me risquerai pas de parler à la place de mes collègues des autres cantons, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille vraiment en étroite collaboration avec différents services, soit des services de l'enseignement, de la santé, de prévention des différents cantons romans. On a d'ailleurs ce qu'on appelle la plateforme MPP, où on travaille vraiment en synergie sur avoir des lignes communes sur la méthode de la préoccupation partagée. Il y a certains cantons romans, comme le canton de Vaud, qui ont des politiques publiques très claires, d'autres des politiques publiques soit moins claires, soit peu présentes, ce qui n'empêche pas que dans chaque canton, il y a vraiment des équipes au taquet qui font avancer ces questions-là. Et après, j'invite vraiment les auditrices et auditeurs à se renseigner sur ce qui se fait dans leurs cantons respectifs. Des équipes au taquet. Des équipes au taquet. J'aime bien votre expression. Autre message arrivé sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Belinda, est-ce que changer d'école le temps que tout se règle pourrait être une solution? Alors c'est toujours la grande question de changement d'école. Nous, ce qui nous pose problème, c'est que quand on propose par exemple à un enfant qui est la cible d'intimidation de changer d'école, on fait passer le message que c'est elle ou lui le problème. Ce qui est quand même super violent, c'est extrêmement responsabilisant, culpabilisant, et puis c'est vrai que c'est problématique. Maintenant, si c'est en discussion avec l'enfant, le jeune, en collaboration avec les parents, et puis que tout le monde est d'accord pour se dire que, de toute évidence, considérant tous les éléments qui gravitent sur la situation, c'est le mieux pour l'enfant ou la jeune, eh ben, c'est ce qui sera fait.
Maintenant, on a ce problème systémique au sein des écoles. Ces phénomènes de harcèlement, intimidation sont quand même très présents, les enquêtes le montrent. Et puis, disons qu'il y a un moment donné où prendre de front le problème et puis de travailler vraiment cette prévention, ça reste capital. Et puis de prendre en charge adéquatement quand il y a des situations qui émergent et où l'incendie est là, il faut l'éteindre avant tout. Nous sommes avec Jennifer Dayer-Lugon. Merci d'être avec nous ce matin. On parle de harcèlement. On a reçu beaucoup de messages. C'est un sujet qui fait réagir. Au 079 121 9000, Elsa sélectionne encore 2 questions, très rapidement, pour notre invité ce matin. Ce sujet harcèlement qui fait réagir. Oui. Nadia, comment réagir en tant que personne externe à une victime d'harcèlement ? Alors, quand on est témoin d'une situation, il y a 2 cas de figure. Soit, sur le moment, on arrive, on se sent de pouvoir intervenir, signifier qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de voir ou ce qu'on vient d'entendre. Et puis, voilà, le dire très, très calmement, sans agressivité. Soit, on se dit, ouais, c'est un peu risqué, là, ça risque de se retourner contre moi. Donc, c'est tout à fait légitime de pas être capable, entre guillemets, de pas se sentir de le faire. Et à ce moment-là, peut-être que par après, aller dire à la personne qui a été la cible, de dire, bah, écoute, voilà, sur le moment, j'ai pas réussi à dire, mais en tout cas, sache que je suis pas OK avec ce qui s'est passé. Et puis, voilà, je te soutiens. Ça peut être interprété comme une sorte de délation, suivant quoi, quand on va annoncer quelque chose pour quelqu'un d'autre, non ? Ça peut être mal interprété aussi. Alors, c'est pour ça que alors tout à fait, dans ce genre de cas, peut-être, le plus simple, c'est d'aller vers la personne qui s'est reçue l'insulte ou le coup, peu importe, et puis de lui dire, écoute, en tout cas, moi, ça m'a pas convenu. Est-ce que tu aimerais que je t'accompagne en parler à quelqu'un ? Et puis, si vraiment, je pense que c'est aussi la responsabilité de chacune. C'est plus de la délation, là. C'est juste du bien vivre ensemble où on voit qu'il se passe des choses qui nous conviennent pas. On va en parler à l'adulte de confiance. Et puis c'est tout. Mais c'est pas du genre aujourd'hui, parce que tout le monde est un peu s'occuper de ses affaires, mais de quoi je me mêle finalement, de quoi je peux me défendre tout seul. Il n'y a pas ce côté ou cette réaction qui peut être un peu épidermique finalement. Alors oui, bien sûr, ça peut arriver. En revanche, je pense que c'est vraiment cette idée d'aller vers une culture d'établissement où tout le monde se préoccupe du bien-être des autres et pas juste dans une espèce d'égocentrisme où on s'occupe que de soi. Et puis le fait de pouvoir se défendre, on se souvient quand même que ces phénomènes, il y a l'asymétrie qui fait que on se retrouve dans l'incapacité à se défendre. Donc cette idée de il a qu'à se défendre seul, ça n'amène à rien. Mais ça existe ça, ce genre d'établissement comme ça, c'est le pays des bisounours, ça existe vraiment ça ou pas ? C'est peut-être un idéal en soi, mais non, alors moi j'aime à croire qu'il y a des établissements scolaires où il y a vraiment où il fait bon vivre. Enfin, c'est peut-être une vision assez utopiste, mais je pense qu'il faut quand même garder ça peut-être, alors si ce n'est pas comme réalité, mais en tout cas comme idéal. Comme idéal, je suis d'accord avec vous. Et une dernière question. Thomas, est-ce que dans votre projet, vous travaillez avec les élèves ? Sont-ils réceptifs et apportent-ils des idées nouvelles ? Donc moi je travaille pas en ligne directe avec les élèves. On est vraiment en pilotage et c'est les écoles qui sont évidemment en ligne directe avec les élèves qui sont réceptives et réceptives. On a passablement de projets et de prestataires avec lesquels on travaille et il y a vraiment une bonne réception des élèves, des bons retours. Les élèves amènent aussi et les élèves disent vraiment. J'ai un exemple en tête d'un spectacle qui s'appelle HS sur la prévention des violences en milieu scolaire. Et puis, c'est vrai que les élèves disaient, mais enfin, on en parle. Enfin, on peut en parler, on met des mots sur ce qu'on vit. Ouais. Et puis, c'est des retours qu'on a, par exemple, avec un de nos partenaires, la police, qui fait des interventions en classe sur ces questions notamment, et qui a vraiment aussi des très, très bons retours. Donc, voilà. Pour conclure, désolé Jennifer Dayer-Lugon, ça passe très très vite le temps. Pour conclure, il faut en parler si on est victime, si on se place au niveau victime, il faut aller en parler, que ce soit aux profs, aux parents ou aux personnes spécialisées, il faut en parler, c'est ça. Oui. Alors en tant qu'enfant, en tant que jeune, ne pas rester seul avec ça, en parler. Idem en tant que parent, aussi pas hésiter à demander de l'aide aussi auprès des associations de parents d'élèves qui sont également là. Et puis pour les professionnels, vraiment croiser les regards. On a aussi
aussi des ressources à l'unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire qui sont vraiment là. Et puis peut-être encore un petit détail pour des professionnels qui auraient envie de se former davantage, soit de faire appel à nous, soit aussi on travaille avec les hautes écoles telles que la Haute École Pédagogique et la Haute École de Travail Social et de Santé de Lausanne sur un CAS spécifique sur ces questions, qui est roman d'ailleurs. D'accord, merci de le préciser. Merci beaucoup Jennifer Dayer-Lugan. Je rappelle que vous êtes chef de projet, notamment à l'unité harcèlement, intimidation et violence entre élèves et prévention au milieu scolaire. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À très bientôt sur M. Belle journée à vous. Avec plaisir. Merci encore.